on a Stéphane Ricard, viens avec moi, tiens. Viens m'accompagner, je suis un petit peu tout seul. On va voir, bah c'est bien, on va voir un Français, Stéphane Ricard, qui n'est pas un inconnu, hein, puisqu'il a été champion du monde de raquettes. Alors pas raquettes, le tennis, hein. C'est les raquettes à neige. Voilà, le petit casque. Bonjour Stéphane, vas-y, tu peux mettre le casque. On accueille, tu vas te rapprocher de moi, hein. Viens, n'aie pas peur. Pour qu'on puisse te voir. Voilà. Je vais me décaler un tout petit peu. Vas-y encore, on y va. Et on va commenter avec moi, tu vas commenter avec moi les impressions que tu as. Tu vois, c'est Benoît Nave qui est en train d'encourager Xavier. Qu'est-ce que tu penses de la course? Tu as suivi Pau Capell, il a presque une demi-heure d'avance. Ton avis En fait, moi j'ai fait la CCC hier, du coup j'ai pas trop suivi la nuit, mais ce matin en me levant j'ai vu qu'il était parti dès le premier kilomètre. Ça c'est quand même énorme, quoi. Je pense qu'il va gagner, du coup ça va être très compliqué de revenir. Et surtout que le col des montées, ayant fait hier aussi de nuit, quand on voit l'allure qu'il mène dans le col des montées, c'est quand même vraiment impressionnant. Ouais, c'est vrai que Xavier fait une belle course, mais Pau Capell fait une course énorme. Je pense qu'il a dû peut-être manquer le bon moment pour prendre le wagon avec lui. Il n'aurait pas dû le laisser partir autant au départ, parce que Pau Capell, c'est quand même pas le premier rigolo du trail. Et je pense qu'après, quand on a 25 minutes d'avance comme ça, on court différemment. Et quand on a 25 minutes de retard, on court aussi différemment. C'est-à-dire que Xavier, souvent, il a l'habitude d'être devant. Et là, c'est l'inverse. À ce moment de la course, il est en retard. Donc, il court peut-être aussi d'une autre manière. Et ça rend la fin de course plus difficile pour lui, je pense. On va certainement essayer d'écouter un petit peu le poste de ravitaillement, même si Xavier, je l'ai trouvé très très calme, très discret, très... Voilà, mais c'est son caractère aussi, hein, à Xavier. Donc ravitaillé par Katia Ardito, vous voyez. Il ne s'assoit pas. Certainement un ravitaillement express. Je pense qu'il prend tous les risques et il dit peut-être que dans la tête au vent... on ne sait jamais. L'Espagnol peut craquer, peut avoir un coup de moins bien, mais j'y crois quand même guère. J'en parlais avec des copains de Gap là, sur Messenger tout à l'heure. On disait que c'était vraiment costaud, c'est vraiment impressionnant. Puis quand on a fait de l'ultra et qu'on voit les allures qu'il mène... Ouais, c'est vrai que toi, tu as été champion du monde, c'est ça, de raquettes. Tu peux nous dire un petit peu plus, c'est quoi les raquettes? Du coup, c'est quand même complètement différent de l'ultra. Du coup, c'est des parcours très, très courts, de 8 km, 12 km. Donc, on est vraiment sur du physio pur. Alors que là, on voit que sur l'ultra, c'est plus du tout le physio qui compte, c'est vraiment le musculaire. Moi, je me suis rendu compte de ça hier. Vraiment, l'entraînement, il doit être porté sur le musculaire. Quand on voit ce qu'ils sont capables d'envoyer en descente, ils marquent très peu en fait musculairement. Et derrière, on voit dans la tête au vent, ils montent bien. Ils montent vraiment bien. C'est assez costaud ce qu'il est en train de réaliser pour Capell. Et on voit Xavier Thévenard qui est encore resté. Là, il vient de lui dire c'est dur. Je pense qu'il est un peu dans le mal. On a deviné la petite phrase. Ouais. C'est dur et puis aussi je pense que c'est pas que dur physiquement, c'est dur mentalement. C'est ça, quand on a gagné 3 fois et qu'on est deuxième comme ça, c'est dur, mais s'il fait deuxième, c'est quand même exceptionnel. Hein. On sait que Xavier il aime pas trop non plus la chaleur. Hein. C'est pas son allié, hein, la chaleur il aime pas. Vous voyez il a un petit collier pour refroidir. On parlait de stratégie de cooling. Il y a plein de petites stratégies maintenant en trail running. On voit plein d'innovations. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne chose pour la discipline. Mais maintenant, ça s'est professionnalisé à fond. On voit que tout est minuté. Sur les ravitaillements, il reste très peu de temps. Hein. J'ai vu sur Champé, ils sont restés à peine 3 minutes, les 2 premiers. Et sur l'ensemble de la course, ça fait des écarts énormes sur les 7e, 8e, 10e qui restent beaucoup plus longtemps. Et c'est vrai que Xavier, lui, je connais bien Benoît Nave parce que c'est mon ostéo. Et on en discutait pas plus tard qu'il y a 3 jours. Il a une telle expérience maintenant, lui et son équipe, que tout est minuté sur l'ensemble de la course. Il arrive, il est très calme, il sait exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre, quoi manger.
Et ça, c'est une force énorme en fait. Et je pense que l'Espagnol, c'est pareil, on voit que c'est sa copine qui est sur les ravitaux. Oui, elle était à tous les ravitaillements. Il est très calme aussi, très posé. Et en fait, c'est là que l'ultra, François Delahaye, c'est pareil, ils sont tous comme ça et ils laissent le moins d'énergie possible. En tout cas, c'est quand même impressionnant l'allure qu'ils mènent parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a 15-20% là, dans cette montée de tête au vent. On est entre 10 et 15-20%. Ah bah là, la montée de la tête au vent, elle est terrible. Et quand on voit qu'ils ont déjà il est à combien? Plus de 150 km là. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est vraiment les meilleurs du monde. Hein. Il y a quand même un gros niveau, une grosse différence, on voit quand même, entre les deux premiers là et puis le reste du peloton en fait et des leaders. Ouais. Et Xavier Thévenard, qu'on avait vu l'an passé ici en tête, et là il est en deuxième position. Effectivement, mais c'est une grande famille, hein, le trail, on se connaît. Et donc, toi, tu t'es mis à faire de l'ultra, c'est difficile pour un champion du monde de raquette à neige. Oui. Ouais, ça n'a rien à voir. Je l'ai fait vraiment cool hier pour essayer de finir et pour essayer de me rendre compte de ce que c'était cet effort. C'est un autre sport. Hein. Et encore la CCC, j'ai terminé en 130e place, je crois. D'accord. Mais je ne pouvais plus descendre. Et quand je les vois descendre vraiment fort comme ça, et encaisser cet excentrique-là et être capable derrière de remonter. Et là, on le voit dans le col des montées, c'est du faux plat montant. Il a une super allure. Je pense qu'ils sont à peu près sur la même allure hein, dans le col des montées. On nous dit il y a beaucoup de retours, mais ça, c'est très français aussi. Hein. C'est une erreur de départ de Xavier. C'est dur de juger parce que Xavier il fait sa course en fait, il se soucie pas des autres. C'est ça, moi je l'ai croisé à la 6000D, on a passé le week-end ensemble, il était à l'hôtel, on a beaucoup discuté, en fait lui il part vraiment sur sa ligne de conduite et c'est ça qui fait sa force aussi. Bon après il y a peut-être derrière un problème de stratégie parce que là il est à 20 minutes et comme il disait Benoît Nave, j'ai vu sur les réseaux, à ce moment-là de la course à Trient, 20 minutes c'est très dur à reprendre parce que chacun va avoir des coups de mou à des moments donnés. Parce qu'il est lui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre et ce que tu essayes de dire aux gens parce qu'ils ne comprennent pas quand on est assis effectivement et qu'on ne le vit pas. Tu parlais tout à l'heure de l'allure impressionnante hein, quand on le vit et qu'on fait de la compétition. On est vraiment au-dessus du lot. Ils sont vraiment au-dessus du lot, ces coureurs. C'est aussi que ce genre de course d'ultra, il faut vraiment s'occuper de soi-même. Presque être égoïste, renfermé sur soi-même et surtout pas regarder le résultat. La performance, en fait, c'est optimiser son potentiel physique. Donc une performance, c'est de regarder et observer grosso modo et puis d'essayer de gérer en fait son potentiel, pas celui des autres. Et on voit bien que certains coureurs ou certaines coureuses sont aussi attirés en fait par le côté performance. On le voit sur le départ, peut-être la chinoise aussi qui a voulu tout de suite faire un résultat parce qu'elle avait la pression aussi. Ouais. Mais quand on voit, j'ai entendu parce que comme sur la course, je regardais un peu le téléphone sur le live trail justement. Je sais qu'on nous regarde. Et du coup, j'ai vu Xavier est passé 35e, je crois, au Ouche, en position, juste pour donner un ordre d'idée. Quelqu'un qui a gagné 3 fois la course passe 35e au bout de 10 km. Ouais. Alors il n'est pas loin, hein, mais voilà, 35e. Donc on a beaucoup à apprendre sur ça et je pense que la plupart des gens, on part beaucoup trop rapidement. Pour info, hier à Courmayeur, j'ai l'impression que c'était le départ d'une course en montagne dans les rues de Courmayeur. Ouais. Voilà, quand on voit son allure au départ, quand on voit son allure à la fin, c'est quand même un autre monde. Ouais, il part 35e au 10e kilomètre, il est 2e. C'est ça. Après, on a le contre-exemple avec Pau qui part premier. Qui part en tête et qui reste en tête. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a des configurations, mais pas au Capel. Lui, déjà, par rapport au son potentiel extraordinaire, parce qu'il faut en parler. À un moment donné, il y a un potentiel génétique quand même. On a des capacités, on a des intelligences multiples. Hein. Donc, l'intelligence du pied, et l'intelligence de la gestion de course. Et puis, finalement, des capacités hors normes. On le voit par rapport à Kylian, Pau, il a des capacités aussi hors normes. Mais en fait, c'était un coureur qui n'était pas trop connu du grand public. Du coup, ça va vraiment le faire connaître s'il gagne aujourd'hui.
Et je pense qu'il y a quand même 95% de chances que maintenant il gagne, parce que la traversée, je le vois pas sauter, puis la descente de la flégère. Il est dans la dernière difficulté, on va dire. Voilà, ouais. Donc, mais bon, il faut quand même rappeler que des fois la descente, ça peut être très compliqué aussi en trail. Si musculairement on a du mal. On l'a vu descendre tout à l'heure, il n'avait pas l'air. Mais voilà. À leur niveau, c'est le dernier de la classe en descente. Mais du coup, j'ai suivi un peu tout l'été les retransmissions de l'Ultra World Tour, et il est tout le temps devant. Il a gagné la Transgran Canaria. Il a tout gagné cette année. Voilà, et ça va lui faire du bien de gagner cette UTMB, parce que c'est quand même the course. Ouais, parce qu'il a réussi quand même à cumuler pas mal d'ultras cette année. C'est son année en fait. Ouais, bah, du coup il va gagner l'Ultra World Tour haut la main, je pense. Voilà, il est bien parti quand même pour gagner finalement cette finale du Trail World Tour. On le rappelle, qui rassemble quelques belles épreuves dans le monde entier. Ouais, en fait, quand on regarde l'Ultra World Tour, on a envie d'y participer après aux ultras. Bon, après, quand on se retrouve dans la montagne quand même, qu'il faut faire des sorties de 6-8 heures, ça nous calme un petit moment, mais... beaucoup d'encouragement pour Xavier. Xavier, tu es ultra fort. Voilà, on l'aime, Xavier, évidemment. Et je sais qu'il était vraiment en forme. J'en avais parlé avec lui il y a 3 semaines. Parce que lui, il travaille beaucoup sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Ouais. Et il se sentait vraiment en forme. Alors je pense que l'Espagnol est vraiment dans une forme exceptionnelle aujourd'hui pour le reléguer à maintenant, je crois, peut-être 30 minutes même. Alors la variabilité de la fréquence cardiaque, on va vous l'expliquer simplement en l'espace de quelques secondes. C'est en fait, vous avez la fréquence cardiaque, mais ça n'a pas un rapport forcément avec la pure fréquence cardiaque. Ce sont finalement les ondes cardiaques. L'intervalle entre les ondes doit avoir des variations. Sinon, si vous avez une variation de 1, eh bien, vous êtes décédé. Donc, ça doit varier en permanence, parce que pourquoi ? Le cœur, lui, il est connecté sur le système nerveux central et sur le système parasympathique et sympathique, et les deux jouent. Le système sympathique, c'est quand vous buvez un café, quand vous allez passer un examen, vous êtes énervé, il y a la dopamine, l'adrénaline. Et le système parasympathique, lui, il va contrôler ça, c'est-à-dire il va ralentir le rythme cardiaque. Dans les deux systèmes vont se compléter en permanence, et en fait, ça vous fait une variation. Et on arrive à détecter, grâce à la mesure de cette variabilité de fréquence cardiaque, les ondes, les hautes ondes, les basses ondes, et de voir la forme, tout simplement, de l'athlète. Mais souvent, on nous dit sur plusieurs jours, tu prends ta fréquence cardiaque au repos le matin pour voir si tu es en forme ou pas, mais ça suffit pas. Non, quand on est bien sportif, vu, ça suffit pas. On l'a bien vu, on peut avoir par exemple une fréquence cardiaque très basse, par exemple à 40, 42, c'est très bas pour le commun entre guillemets des sportifs. Ouais. Et puis une variabilité de fréquence cardiaque qui soit complètement différente, parce qu'il y a une fatigue du système parasympathique souvent. C'est celle-là la plus insidieuse, la plus dangereuse, parce qu'elle vous met dans une fatigue profonde et qui va tendre vers un effet de surentraînement. Et on le voit après, le surentraînement entraîne des blessures graves, déjà des inflammations, et aussi parfois des fractures de fatigue, parce que l'organisme est fatigué, le système immunitaire très bas. En tout cas, ça va bien pour Pau Capel. Lui, il a un système immunitaire au top. Oui, il devait avoir une bonne variabilité de fréquence cardiaque hier, avant le départ. Mais tout ça pour dire que c'est facile maintenant aussi de la contrôler, parce qu'il y a beaucoup de cardiofréquencemètres qui l'utilisent. Oui, tout à fait. Et voilà, moi je m'y suis mis depuis peu. Tu l'utilises, ça y est. J'utilise un petit peu, parce que c'est Benoît qui me donne un peu des conseils. Oui, évidemment. C'est Benoît qui, lui, est très à cheval là-dessus. On connaît Laurent Schmist aussi, qui a lancé ça avec les frères Fourcade aussi, qui l'utilisent. J'ai remarqué aussi quelque chose, j'entends souvent dans les groupes d'entraînement ou chez les athlètes dire « Ouh là là, aujourd'hui mon rythme cardiaque ne monte pas, c'est bon signe ». Mais justement, moi je trouve que c'est mauvais signe. Ça veut dire que justement votre système parasympathique ne fonctionne pas bien. C'est ça. Et au contraire, pour pouvoir être en forme, il faut pouvoir aussi répondre rapidement aux intensités. Et revoilà Clément, notre Clément Meunier national. On a invité
Ouais, Stéphane, tu connais Stéphane, mais oui, Stéphane. Moi, ça s'est bien passé hier, du coup? Ouais, j'étais en train de raconter que c'était un autre monde quand même, l'ultra. Hein. Ah bah c'est bon. On était en train de parler de la variabilité de la fréquence cardiaque. Ah mince. Tu as pris ce matin ta variabilité? Ah moi je me donne, là, j'apprends beaucoup de choses avec Eric. Parce que depuis 4 jours que vous êtes là, vous devez avoir la variabilité qui est compliquée. On s'effondre. On s'effondre, il va falloir... on prend du café, donc ça compense. Et ça accélère le rythme. Par contre, là, on voit qu'il est quand même dans le dur. Hein, par rapport à l'Espagnol, il va beaucoup moins vite. Ouais, on n'est pas dans la même configuration que l'an passé, en effet. Ah là, je crois que les carottes sont cuites. Et ce qui est fou quand même, c'est d'arriver à avoir Pau Capel comme ça depuis le début. Ça t'impressionne aussi ça, depuis le premier kilomètre, d'être parti comme ça? Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est qu'à 2 configurations, Xavier est passé 35e au Houche et lui, Pau, est parti d'entrée. Et là, dans la tête au vent, c'est impressionnant. Hein. Après 155 km, ils sont vraiment costauds, hein, ils sont vraiment solides. Allez, quelques nouvelles aussi du top 15 avec Robert Agenal qui est passé il a rétrocédé en fait à la 10e place. Oui, il est quand même là du coup. Voilà, il est passé à la Giette à 11h35. Il est suivi quand même à une demi-heure derrière. Hein. C'est fou les écarts. Par le Français, Germain Grangier qui est pas mal placé, juste derrière Javier Dominguez-Ledo, l'Espagnol. Benoît Cory est aussi toujours dans le top 15 avec Martin Kern. Et puis après, on a les Français Sébastien Camus et Sylvain Courbe et Guillaume Boxis, dont on n'a pas parlé, mais le Pyrénéen qui sont toujours et peuvent espérer un top 20. Ouais, puis ça va être là quand même la bagarre pour la 3e place là. Mais après, voilà, je voulais quand même rajouter quelque chose par rapport à la discussion tout à l'heure du trail, c'est que je pense qu'il faut quand même jamais s'affoler. Souvent les gens s'affolent d'entrée, ils sont tout fous. C'est pas bon. Et puis voilà, il faut jamais s'affoler, mais même dans la vie, hein, je pense qu'il faut jamais s'affoler. Ce sont des compétences transversales, mon cher Stéphane. Et les compétences transversales, on vous le dira. Puis on apprend ça aussi d'autres sports. On en parlait hier avec Clément. Le calme, la concentration. Voilà, puis c'est des qualités mentales qui sont très, très importantes dans notre sport, notamment parce qu'en fait, sinon, après, on s'affole et on perd ses moyens. Mais ils ont une capacité vraiment à être calmes et quand on voit la course, on a l'impression qu'ils n'ont jamais de coup de mou. Et en fait, c'est des hauts et des bas en permanence. Hein. Même pour eux, j'avais parlé avec François Daen l'année où il a gagné en 2017. Il y a 2 fois, il était au bord des larmes et de l'abandon. Et voilà, ils arrivent à gérer ça en fait. Qu'un coureur moyen qui a peu d'expérience il va craquer, il va lâcher le dossard. Ouais, c'est ça. C'est ça la différence entre les athlètes de très très haut niveau et puis le coureur qui n'a pas l'habitude de se retrouver dans une position d'extrême fatigue et qui à un moment donné va être sur l'émotionnel à fond et qui va vider complètement cette réserve. Je viens de voir tes messages Stéphane en fait. Là on voit quand même qu'il est dans le dur là, dans la montée. On voit le visage là. Vous avez vu d'où il arrive aussi. Non, mais on voit la vallée en bas, Valorcine. Ça montre que voilà, il est peut-être dans le dur, il gère ça. Je ne sais pas s'il a les écarts ou pas, si quelqu'un lui les donne. Est-ce que c'est bien de les avoir? Il sait qu'il a plus de 30 minutes d'avance. Je pense que là c'est plus facile de lui dire à lui que je pense qu'à Xavier. Non, mais effectivement là, on va dire maintenant à 1h15, 1h30 de l'arrivée, il peut se mettre un petit peu dans le rouge. Il sait qu'après il y a de la descente. Après la flégère, donc il va tête au vent, à la flégère, il va se donner sur la dernière montée. Et donc se donner sur la dernière montée, il va souffrir, il le sait. Mais bon, il a eu quand même l'expérience douloureuse sur l'Ultra Trail du Mont Fuji, on le disait tout à l'heure, de terminer 2e, il menait jusqu'au 3 km de la fin. Mais même dans le dur, il monte encore à une allure qui laisse... Ouais, il faut relativiser. Et là, on est à 20%. Parce qu'on nous demande... Après, il va y avoir une partie très technique après la tête au vent de traverser jusqu'à la flégère. La première, elle est vraiment technique. J'étais surpris, je pense. C'est peut-être l'endroit le plus technique entre Courmayeur et Chamonix.
Et c'est vrai que si on commence à cramper un peu, ça peut vite être dangereux parce qu'il y a des mauvais appuis. Juste à la fin, avant la flégère. Bien avant la flégère. Après, ça va un peu mieux. Mais cette partie-là de tête au vent, on l'a pas tout le temps fait, tous les ans. Ça dépend le temps, en fait. C'est ça, exactement. Elle est souvent, parfois coupée avec les temps d'orage, de grand froid. Et donc, c'est super de voir cette partie-là au soleil aujourd'hui et de pouvoir admirer la vue de tête au vent. Regardez les images. Là, on est au cœur du Trail du Mont Blanc 2019 avec ces images superbes de suivi qu'on a rarement l'occasion de voir en compétition et qui, grâce au matériel caméra embarqué, nous permettent de vous faire profiter de ces instants magiques. Et là, il est dans le dur. Oui. Là, il est dans le dur. J'ai envie de dire, heureusement. Mais il est moins fringant qu'au début, quand on l'a vu dans le début de la montée. Oui, on est quand même sur justement un effort violent avec la chaleur aussi. Ouais, je pense que là, ça tape. Il est chaud. Puis on est sur le côté exposé. Là, on est vraiment côté exposé soleil à fond là. Il est midi 45. Ouais, il pourrait battre quand même le record. Ouais. Là, on annonce d'un UTMB complet. Parce que l'année où François Den t'en parlait et gagnait en 2017, il y avait eu un petit peu de... C'était un petit peu plus court. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de comparer en tout cas. Aujourd'hui, on a des conditions extraordinaires sur le Trail du Mont Blanc 2019. Qu'est-ce qu'on se régale et on vous fait vivre pour l'instant la bagarre, si on peut dire, à distance entre Pau Capel l'Espagnol et puis Xavier Thévenard que vous voyez. Tous les deux sont quand même en difficulté. C'est normal, c'est la fin de la course, c'est les 20 derniers kilomètres. Et magnifique spectacle qu'on vit aujourd'hui. Voilà, Xavier Thévenard qui relance un peu, qui essaye de combattre la fatigue, de relancer, de trottiner pour réoxygéner, pour faire repartir l'organisme. Il y a beaucoup d'écart derrière avec le troisième. Alors on est en train de regarder. Oui. Ah oui, il est toujours pas passé à... Alors on va voir, on essaie de faire une mise... Tout à l'heure, il y avait eux deux et les autres quand même. Alors, oui, effectivement, il y a presque une heure entre Xavier et Scotty Hawker. Et il y a une heure entre Xavier et Tom Owens l'anglais. Au passage au Tsep. Donc, il est tranquille, voilà. Tranquille. On pense que finalement Xavier conservera sa deuxième place. Oui. Pour rattraper la tête, ça sera difficile, mais on assiste quand même cette année à une très très belle édition. Regardez ces images en balcon. Et je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer ce qu'a fait Xavier Thévenard aujourd'hui, parce que quand on a gagné 3 fois, forcément on est déçu, mais sur les ultras... mais surtout pas sous-estimer. Exactement. Il fait quasiment le même temps que l'année dernière quand il gagne, donc il est dans ses temps. Ah oui, en termes de temps, c'est équivalent. Il est à peu près dans ses temps de l'année dernière. En fait, l'année dernière, elle a fait en 20h44, ça nous fait arriver à 14h44 et c'est à peu près ce qu'il aurait fait en fait. Ouais, donc c'est Pau Capel qui fait un excellent... énorme. Ouais, c'est incroyable. Pau Capel fait un temps qui n'a jamais été réalisé sur un parcours complet. Donc, Alors c'est vrai que si on prend l'interview de Xavier Thévenard sur le trail santé, ce qui le motive le plus dans cette discipline, et on l'a à l'écran, c'est d'être dehors en plein air, qu'on y va à fond. Vous voyez, il a beaucoup de détachement aussi. Ça, c'est une qualité que je disais tout à l'heure par rapport au calme et la concentration, le détachement. Et puis, il aime bien ce côté aventure, la liberté, qui est très fort dans ce milieu. C'est vrai qu'on a ce sentiment de liberté, même si on fait une compétition, et surtout quand on va à l'entraînement. Et puis, ce qui compte pour lui, c'est que même en phase de repos pour la récupération, plutôt que de courir, il dit « je vais à la cueillette des champignons ». Pour me retrouver dehors et toujours faire une activité qui me fait du bien. Il a bien raison, Xavier. Donc c'est cet équilibre qui était important dans la vie. On a beau être athlète d'élite très haut niveau depuis 2013 maintenant qu'il a gagné son premier UTMB. Et bien, il n'en demeure pas moins qu'il faut revenir à des valeurs simples. Les valeurs simples, c'est aussi d'apprécier ce côté qu'on disait naturaliste. Et de prendre du recul et du détachement par rapport au culturaliste, c'est-à-dire tout l'effet médiatique et social, on va dire, de cette discipline. Allez, Pau Capel, dans l'effort, avec du monde derrière. Là, il est toujours pas arrivé au col des montées, et lui, il va bientôt arriver au replat. Ça veut dire qu'il a plus de 35 minutes d'avance, je pense, maintenant. Alors qu'à Valorcine, il était à
Ouais, c'était 33. 11h58 pour Capel à Valorcine et midi 29. J'ai déjà une Pour demi-heure. Xavier. Ouais. Ouais, Il je y a, pense qu'il il y a. a 31 minutes. Il regarde un peu en dessous, il regarde s'il voit. Ouais, je pense qu'il est pas au courant. Hein. Il doit se dire j'avance plus et lui derrière il revient. Ouais. Ouais, mais Seb, on a une petite info, on aime bien le côté technique. On est des purs techniciens, hein, Clément. Oui. N'est-ce Vas-y, pas dis-nous tout. En fait, c'est Sébastien Chéniaud, effectivement, pour les amateurs. Ben, selon Sébastien Chéniaud, Pau-Capel monte entre 800 et 900 mètres heure. Ouais. Les amateurs vont comprendre. Alors, la vitesse ascensionnelle, on parle de VMA en courant, la vitesse maximale aérobie, c'est-à-dire la vitesse qui correspond à sa consommation maximale d'oxygène. Eh bien, là, vous voyez, on a aussi en montagne la possibilité de mesurer la vitesse ascensionnelle, par exemple. Quand vous allez faire un kilomètre vertical, le champion du monde, le record du monde, on va dire, ou la meilleure performance, c'est mieux, mondial. Et les alentours de 30 minutes, ça veut dire que c'est 2000 mètres heure, mais sur 30 minutes. Et là, Pau-Capel, il monte entre 800 et 900 mètres heure d'altitude. C'est-à-dire il monte et il gravit 900 mètres par heure. Ah, c'est énorme. C'est vous dire la performance en ce moment que réalise Pau-Capel. Ouais, comme tu le disais Stéphane, là on voit Xavier en bas et Pau est tout là-haut en fait. Bientôt arrivé à la partie la moins raide de la tête au vent. Et toujours pas encore au col des montées, là. Il y a encore une petite... il est en train de regarder sur la droite Pau-Capel en jaune. Voilà, il voit un petit drapeau jaune là-haut. Mais bon, pour dire par rapport à 800 mètres heure, pour un randonneur, on estime que c'est 400 mètres heure sur les panneaux jaunes qu'on voit dans le parc des Écrins ou autre. Le grand retour de notre ami. Qui va 2 fois plus vite, ce qui est quand même énorme. C'est ça, 900 mètres heure, sur 32 mètres. Ok, on va te laisser tranquille. On a le retour de Martin avec nous parce que pour l'arrivée, commenter cette fin de on a commencé ensemble et on va terminer ensemble. Allez, salut Stéphane. Et merci Stéphane. Merci dédicace à la Team Attack qui regarde en fait. D'accord, super. Il n'y a pas de souci, tu as le droit de faire tes dédicaces. Team Attack, si vous entendez Stéphane Ricard.